L'autre jour, notre ami nous avait parlé des techniques et Romain, qui est déjà venu à de nombreuses émissions, nous parlait de ces techniques de pêche, que ce soit à la mouche, au toc ou autre, va nous parler cette fois-ci des oiseaux piscivores, parce que là aussi il y a un problème, on n'est pas les seuls à pêcher. On n'est pas les seuls à pêcher, non, tout à fait. Donc il y a le cormoran, que tout le monde connaît un petit peu. Ben oui. Il y a également le harlebièvre. Alors le harlebièvre, c'est donc un oiseau piscivore qui n'est pas un oiseau autochtone, qui est donc alloctone. Et c'est là où ça pose problème, c'est qu'il commet de gros dégâts depuis une dizaine d'années dans la partie principalement est de la France. Et puis on regarde ces dégâts se faire et le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a déjà les problèmes de pollution qui sont le problème principal à traiter. On est d'accord que la baisse des populations de salmonidés en France, c'est d'abord en raison des pollutions dues aux activités humaines et au changement climatique, etc. Mais quand il y a un problème comme les oiseaux piscivores, alors on a déjà le cormoran, mais pour ça il y a des dérogations de tir, et maintenant il y a le harlebièvre. Donc voilà, là maintenant il faut se poser les bonnes questions. Bon, là tu nous as apporté tout un panel de photos sur lesquelles on voit effectivement la capacité de cet oiseau à pouvoir ingurgiter des poissons d'une taille incroyable. On le voit, il y a quasiment du brochet, il n'y a pas que de la truite finalement. Il n'y a pas de la truite, il y a du brochet là, comme vous le voyez sur les photos. Moi de mes yeux, j'ai déjà vu des harles attraper des truites d'une trentaine de centimètres, mais on peut voir que ça peut attraper des poissons un peu plus gros, jusqu'à 40 centimètres à peu près. Donc voilà, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Alors encore une fois, sur la partie est de la France principalement, Ouais. sur les rivières, alors toujours on en revient à Franche-Comté, mais pas seulement. Il y a beaucoup de zones en France où le harle est présent. Et de plus en plus présent surtout. Concrètement, qu'est-ce que dit la législation aujourd'hui? Parce que pour le cormoran, certains demandent des dérogations pour obtenir des tirs sur des oiseaux. On a la possibilité de demander des dérogations. Oui. Le harlebièvre, lui, est classé espèce protégée. D'accord. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire. On a juste à regarder comment ça se passe. Est-ce qu'ils arrivent par groupe? Est-ce qu'un oiseau vient en compagnie d'autres oiseaux? Ils arrivent par groupe, effectivement. C'est-à-dire que quand on observe... Quand on voit les vols de cormorans... quand on voit les vols de cormorans... On peut pleurer quelquefois. Voilà, exactement. Alors le harle, moi quand je suis à la pêche, que je me retrouve au bord des rivières, je vois c'est des bandes de 10, 15, parfois plus de harles. Alors il faut savoir que les harles, c'est des nichés de 8 à 12 oiseaux. Oui, il y avait je fais une aparté, mais j'avais vu une photo comme ça où on voyait un harle avec je ne sais combien, une vingtaine ou une trentaine. Il y en avait même plus que ça, il y en avait une trentaine il me semble. Pourquoi? Parce que le harle a cette capacité d'adopter les jeunes des autres s'il y a les parents qui meurent. Donc on peut se retrouver avec des harles qui ont 20, 30. Et cette photo avait reçu un prix, si je me souviens bien. On voyait 30 petits derrière la mère peut-être qui était là en train de poney derrière ça. Et donc comme tu disais, c'est des oiseaux qui ne chassent pas seuls, ils sont grégaires. Donc c'est des bandes qui quadrillent les rivières, ils se mettent tout en largeur de la rivière et ils plongent l'un après l'autre. Ils ont une technique également qui essaie de taper avec leurs ailes sur la surface de l'eau. Pour faire remonter pour faire peur aux poissons, et ils tapent avec leurs ailes, ils font un bruit très fort et ils avancent très vite en zigzag. Du clong avec. Alors ça, pour le silure, ça pourrait ressembler, mais et en fait ça disperse les bancs. Ça permet d'isoler les poissons et donc les poissons se retrouvent vulnérables et beaucoup plus faciles à attraper. Ça, c'est dingue. Et donc, aujourd'hui, concrètement, on n'a aucun moyen de parer l'arrivée de ces oiseaux. Est-ce qu'ils viennent à une période de l'année déterminée? Non, parce que c'est un oiseau qui n'est pas migrateur. C'est pas un migrateur, C'est un oiseau qui s'est sédentarisé en France. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est un oiseau qui ne s'est pas sédentarisé naturellement. Parce qu'encore une fois, il y a l'argument qui consiste à dire que la nature se régule toute seule. Je suis plutôt partisan de cet argument, sauf quand l'homme y est pour quelque chose dans l'apparition d'un animal. On peut faire le parallèle avec le ragondin, on peut faire le parallèle avec le poisson-chat, avec plein d'autres espèces encore. Moi je considère, et tout le monde considère que le héron n'est pas un problème, le martin-pêcheur n'est pas un problème, la loutre n'est pas un problème. Il y a toujours des pêcheurs qui vont pas être contents qu'il y ait un héron qu'il y ait des hérons qui attrapent les poissons. Mais je veux dire, c'est un oiseau qui est de chez nous, qui a toujours été chez nous, donc on doit l'accepter comme tel. Et il n'y a pas de raison que les pêcheurs. On ne fait pas le procès des oiseaux, ni migrateurs, ni piscivores. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est juste qu'il faut regarder objectivement quelles sont sont qui l'a introduit actions dans la nature. Dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir principalement de 1975. Donc c'est la Ligue de protection des oiseaux qui a commencé à l'introduire.
Et voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que maintenant, il s'est énormément développé. Donc, il a été introduit principalement dans des lacs alpins et en Savoie, en Haute-Savoie. Et maintenant, il s'est vraiment Et le but, réparti. c'était quoi de les introduire? Alors, je sais pas. Parce que c'est un bel oiseau. C'est un bel oiseau. Non, mais bel c'est ça. oiseau. C'est un bel oiseau. Mais c'est un oiseau qui s'adapte très bien. C'est-à-dire qu'on l'a relâché sur des grands lacs. Au départ, c'est un oiseau de grands lacs, de grandes gravières. Aujourd'hui, on le retrouve sur des secteurs, des petites rivières, des tout petits torrents. Parce qu'il remonte sur les rivières, il cherche des endroits où il y a du poisson, donc il se retrouve en amont des rivières, là où il reste encore des truites et des ombres. Et c'est un oiseau qui s'adapte très bien. Contrairement au cormoran, qui lui a besoin de grands espaces pour pouvoir s'envoler, on le voit, il court sur l'eau comme ça pour pouvoir s'envoler. Le harle, c'est pas pareil, il arrive à s'envoler sur un espace très réduit de quelques mètres. Donc il s'adapte vraiment. Est-ce qu'il y a une concurrence interalimentaire entre les deux, entre le cormoran et le harle? Alors une concurrence sur les zones où il n'y a pas suffisamment de poissons, il y a forcément une petite concurrence, mais ils sont complémentaires, ouais, alors je dirais dans le mal, ils sont complémentaires avec le héron, avec le martin pêcheur, et c'est pas un problème. Moi je considère que tous les prédateurs ont leur place dans leur nature quand c'est des prédateurs qui sont autochtones. Comment réagissent les pêcheurs? Alors les pêcheurs qui voient des harles sur leur rivière, depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose à part prendre des photos. Enfin, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il faut prendre des photos, il faut faire remonter ça aux ZAP et PMA, qui vont elles-mêmes faire remonter la fédération. Ils nichent sur zone, généralement. Alors non, ils nichent à quelques dizaines de centimètres, voire quelques mètres. En dehors du lit, en dehors de la rivière. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, au niveau de la prédation, ils ne sont pas prédatés parce que, contrairement à des canards colverts qui vont plutôt pondre sur le bord des rivières, sur le bord des étangs, etc., là, c'est dans les arbres que ça se passe. Donc, ils nichent dans les arbres? Alors, ils nichent, ils mettent leur nid à plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres dans les arbres. D'accord. Non, mais ils font des nids. C'est bizarre parce qu'on n'imagine pas cet oiseau. Je le voyais effectivement plus, même sur l'eau. Parce que j'imaginais. Oui, mais c'est comme le mandarin, le canard mandarin. Voilà, ou les plongeons. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est ça aussi, c'est qu'en plus, il y a peu de prédation sur cet oiseau parce qu'il sait bien se protéger. Bon, une nouvelle menace pour la rivière, entre guillemets? Oui. Encore une fois, c'est une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Certes, ce n'est pas la menace principale, encore une fois, c'est les pollutions. Mais ce n'est pas la peine de rajouter quelque chose encore là-dessus. Et je pense qu'effectivement, il faudrait... Voilà, c'est un problème à prendre vraiment en compte. En Grande-Bretagne, ils ont pris le problème à bras-le-corps depuis un bout de temps parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient responsables de la destruction de plus de 50%, parfois jusqu'à 98% des tacons de saumon, donc des jeunes saumons, sur certaines rivières de Grande-Bretagne. Et là, on se rend compte que sur les rivières de l'Est de la France, ils remontent en amont et c'est un vrai problème parce que les truites, il fait du vrai dégât sur les truites et sur les ombres. Merci beaucoup Romain pour cet éclairage particulier sur cet oiseau, en sachant que on souhaite une bonne ouverture quand même à tous nos amis pêcheurs, une bonne ouverture de la pêche à la truite. Évidemment, vous n'aurez pas tous ces oiseaux sur vos rivières, on le souhaite.